Bonsoir à tous. Merci d'être là pour cette troisième Underground Session de 2019 qui aura pour thème ce soir, comme vous pouvez le voir ici, le luxe de demain. Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, Happy Rear est une plateforme dédiée à la location de boutiques, de showrooms et qui est présente à Londres, Paris, New York, Amsterdam et Miami et qui permet de donner vie à des centaines d'idées par mois. Et c'est justement ce qu'on célèbre lors de ces Underground Sessions, ce sont les idées. Et aujourd'hui, pour ce thème du luxe, nous avons le plaisir de recevoir Bénédicte Burguet, chef de rubrique mode, beauté et joaillerie pour Vanity Fair. Bonsoir Bénédicte. Bonsoir. Joseph Aflac, responsable identité visuelle pour les Galeries Lafayette Champs-Élysées. Bonsoir. Bonsoir Joseph. Johan Le Tensorer, responsable du portfolio innovation chez Coty. Bonsoir Johan. Et enfin, Jean Meyer, directeur général d'Isaac Reina. Bonsoir. Nous sommes également ravis d'être en partenariat avec iZettle, que vous pouvez voir ici, qui propose des services et applications innovantes pour faciliter les paiements. Vous pourrez évidemment les rencontrer à la fin de ce débat, autour d'un cocktail proposé par le bar. En accord avec nos invités, nous avons défini 4 thèmes de discussion ce soir. Le premier sera consacré aux nouveaux lieux et aux nouveaux concepts. Le second, au luxe à l'heure du digital. Le troisième concernera l'engagement et la durabilité. Et le quatrième, nous traiterons de l'avenir pour le luxe. Pour commencer, j'aimerais qu'on fasse un petit tour de table et que vous puissiez vous présenter, chacun d'entre vous, et nous expliquer ce que vous faites au quotidien, vos missions et vos rôles au sein de vos postes respectifs. Bénédicte, à toi l'honneur, je t'en prie. Donc, je suis journaliste depuis 7 ans chez Vanity Fair, écrite, donc je ne fais pas de séries, parce que beaucoup de journalistes mode ou joaillerie font les images, donc moi j'écris. Mes missions, c'est de sourcer des tendances, de voir ce qui est proposé auprès des marques, et ensuite de vous transmettre l'information chaque mois, voilà, sur les 3 domaines, la mode, la joaillerie et la beauté. Je te remercie. Joseph? Donc moi, je suis Joseph. Ça fait un peu moins d'1 an que je travaille pour les Galeries Lafayette Champs-Élysées. On a ouvert il y a à peu près 8 mois. Et moi, mon poste, c'est un peu de faire vivre. En fait, moi, c'est comme ça que je résume aux gens. C'est tout ce que vos yeux voient, ça passe par mon service. Du coup, c'est la signalétique, les pop-up, les mises en avant de produits, le merchandising. Voilà, tout ce que vous voyez dans le magasin, ça passe par l'identité visuelle. Je te remercie, Joseph. Johan? Alors moi je m'appelle Johan, je travaille dans l'équipe Stretch Innovation chez Coty. Coty donc du coup qui est un groupe de parfums et de cosmétiques. Donc on travaille sur des programmes d'innovation à long terme et moi je m'occupe du coup du portfolio pour le luxe. Et dans la manière donc de développer les projets, on fait des pilotes à court terme, en partenariat parfois avec vous ou avec des marchés et certaines de nos marques, pour avoir en fait des learnings qu'on réapplique ensuite pour développer en fait ces projets de manière globale avec nos différentes marques. Je te remercie. Jean? Donc moi je suis Jean je travaille maintenant depuis 2 mois pour la société Isaac Reina qui est une maison française de maroquinerie et d'objets en cuir. Préalablement à ça, je travaillais pour une maison de cosmétiques qui s'appelle Aesop, à des rôles de développement en Europe. Et donc aujourd'hui je rejoins une structure beaucoup plus petite et je ferai des parallèles ce soir certainement entre les 2 expériences parce que il y a des thèmes qui se recroiseront, mais donc là avec un vrai prisme aujourd'hui sur une toute petite maison de produits très très haut de gamme dans une phase de déploiement. Parfait, je vous remercie. Merci encore tous les 4 d'être présents et d'avoir accepté de jouer le jeu et de répondre à nos questions. J'aimerais qu'on démarre et qu'on s'attarde un peu sur la définition du luxe qui est parfois assez difficile à appréhender. Bénédicte, selon toi, comment est-ce qu'on peut qualifier et définir le luxe? Alors, selon moi, le luxe, c'est la rareté, c'est les pièces uniques, la qualité extrême, et c'est assez différent de ce que je pense imaginent être le luxe beaucoup de gens qui s'intéressent à la marque de luxe. Il y a une différence entre la marque, pour moi, et le produit. Et le luxe, pour moi, c'est plus le produit, ce que vous avez entre les mains, et le savoir-faire de l'artisan. Voilà. Jean, tu avais l'air d'être d'accord avec ce que disait Bénédicte. Toi, de ton côté, à partir de quel moment est-ce qu'on peut dire qu'une marque a un positionnement luxe
la frontière est parfois mince finalement. Il y a une première frontière très pratique qui est le prix, généralement. Parce que quand on associe, si on fait ce distinguo entre la marque de luxe et le produit de luxe, généralement le produit de luxe, c'est un produit qui va nécessiter un vrai savoir-faire dans sa conception et dans sa fabrication, et qui du coup, dans le monde dans lequel on vit, va être associé à des coûts de production assez élevés, et à une production généralement en petite série, donc du coup qui va entraîner un effet de prix, qui va dans les faits être un effet de seuil aussi à l'acquisition pour une clientèle cible, quoi. Je vous remercie. Je vous propose qu'on aborde directement le thème numéro 1 dont on parlait tout à l'heure, qui va être consacré aux nouveaux lieux et aux nouveaux concepts. Joseph, on va parler des Galeries Lafayette Champs-Élysées, qui est un lieu finalement assez hybride, à mi-chemin entre le grand magasin et le concept store. Évidemment, c'est assez récent puisque ça a ouvert ses portes en mars dernier. Vous proposez une nouvelle approche du shopping qui est davantage portée sur l'expérience. Comment est-ce que tu expliques que ces lieux de vente soient désormais davantage tournés vers l'expérience que pour la vente pure? Quelle est votre stratégie et votre approche par rapport à ça chez Galeries Lafayette? Je pense que notre stratégie, elle est vraiment comme nous, on a l'habitude de consommer au quotidien. Ça veut dire, quand on va faire son shopping, on a envie d'aller voir les nouveautés, vivre une expérience, boire un coup. Peut-être qu'on ne peut pas acheter ce qu'on appelle le luxe, mais on a envie de repartir avec un magazine, un goodies, un objet. Donc nous, on a vraiment pensé les Galeries Lafayette Champs-Élysées comme un lieu de vie, un lieu de lifestyle, où on peut venir quotidiennement, soit se restaurer, soit faire du shopping, soit vraiment vivre une expérience. Et l'expérience, elle se vit de plein de façons. Nous, on a fait une expérience visuelle, une expérience olfactive. Il y avait un vrai parfum qui est dans le magasin. L'expérience, elle se fait aussi par l'innovation, qu'on verra sûrement plus tard, mais voilà comment on a abordé le projet. On n'a pas voulu que ça soit comme une expérience traditionnelle d'un grand magasin, mais plus immersive pour un client qui vient chercher pas forcément juste un produit ou un vêtement. D'accord. Et comment vous vous différenciez, par exemple, de l'un de vos concurrents, Le Bon Marché, qui a une approche aussi très pointue en termes de manière artistique et en termes d'innovation et de collaboration? Alors en fait, ce qui différencie les Galeries Lafayette Champs-Élysées d'un autre grand magasin ou même des Galeries Lafayette, c'est qu'on a vraiment posé un positionnement visuel différent avec un ADN de marque. On a créé un alphabet pour ce magasin, c'est-à-dire demain que Ami, Gucci ou Aesop vient dans le magasin, on a créé un alphabet sur lequel toutes les marques sont brandées de la même façon. Ils viennent également tous sur le même concept, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ce qu'on trouve régulièrement dans les grands magasins, ce trois murs, mais on est tous sur le même portant, même tablette, même props, même visuellement, en fait, on a l'impression de rentrer dans une seule marque qui est Galeries Lafayette Champs-Élysées. Je te remercie, Joseph. Jean, dans un autre registre, puisqu'on va parler de la marque chez qui tu es, Isaac Reyna. Chez Isaac Reyna, vous optez pour un style qui est assez minimaliste. Votre objectif, c'est de mettre en avant l'essentiel, c'est-à-dire les produits. La maroquinerie, tu pourras d'ailleurs nous en parler. Quelle est votre approche? Est-ce que tu peux nous expliquer quelle est la stratégie derrière tout ça? Alors, la genèse en fait de la première boutique Isaac Reyna, c'est une marque qui maintenant fête ses 13 ans cette année. C'est un peu un hasard de l'histoire, c'est que quand Isaac Reyna, qui est le créateur de cette marque, travaillait initialement dans la mode, notamment chez Hermès, a décidé de se focaliser sur l'objet de maroquinerie et de créer des objets de maroquinerie. Il a trouvé un local dans le Marais à une époque où on trouvait des espaces assez facilement, et qui s'est trouvé avoir une vitrine sur la rue, et qui devait initialement être un lieu qui était un studio, s'est transformé assez vite en lieu où des clients rentraient pour demander ce qu'ils faisaient, et du coup il s'est dit ce serait bête de ne pas vendre des trucs à des gens qui rentrent chez moi alors que j'ai des choses à vendre. Et donc c'est un peu parti de cette idée, de ce hasard là, et du coup je pense que ça a vraiment eu une incidence forte en réalité sur l'histoire de l'entreprise ensuite. Parce que du coup les produits qui ont été créés ont été des produits qui ont été créés pour des clients qui passaient et qui venaient dans la boutique. Donc il y avait aussi cette notion qu'on a presque oubliée maintenant, dans un univers et dans un monde où les enseignes se développent de manière exponentielle en franchise, avec toujours le même concept mobilier reproduit à l'infini.
c'est que en fait, dans le commerce historique de détail, il y avait la notion d'ancrage dans un lieu, dans un quartier, avec une clientèle, une zone de chalandise, comme on l'appelait, et que ça allait ensuite avoir une incidence sur en tout cas sur l'interaction entre le créateur de l'entreprise et sa clientèle. Et je pense que dans le cas d'Isaac Reyna, ça a vraiment ancré la façon qu'il avait de créer des produits. Alors ce sont des produits, pour ceux qui ne connaissent pas la marque, et je ne l'en voudrais pas puisqu'elle est encore assez confidentielle, mais qui sont extrêmement sobres. C'est une marque qui ne met pas des logos en avant. C'est vraiment une marque qui travaille sur la qualité des produits, sur la qualité des cuirs, parce qu'on travaille l'objet de maroquinerie. Et donc c'est des produits qu'on a besoin ensuite de toucher, de voir physiquement, en fait, pour se rendre compte que il y a quelque chose de plus qu'un tote bag à forme extrêmement simple, mais qu'ensuite, quand on va le porter, il va avoir une certaine façon de se patiner sur soi, d'évoluer dans le temps. Les cuirs qu'on utilise sont des cuirs qui sont très peu apprêtés. Quand on achète des sacs aujourd'hui dans le commerce classique, pour beaucoup, on peut les tremper dans la soude, ils ne vont pas bouger parce qu'il y a tellement de produits chimiques autour que ça les protège. Mais du coup, la matière cuir, elle devient beaucoup moins vivante et moins intéressante. Et donc c'est vrai que l'objet Isaac Reyna est un objet qu'on a besoin de palper. Et finalement, la boutique est devenue une évidence pour ça. Ensuite, ça nous a permis vraiment de développer une communauté de clients assez fidèles. Et l'idée pour ces clients aussi d'appartenir à une espèce de communauté d'initiés qui connaissaient la bonne adresse pour trouver des sacs magnifiques, qui n'avaient pas besoin de logo pour être reconnus comme des objets de très grande qualité par les gens qui allaient ensuite être au contact de ces produits. Je te remercie et je pense que ça aide aussi l'audience, notre public aujourd'hui d'en savoir un peu plus sur cette marque Isaac Reyna. Vous avez aussi une stratégie à l'international, tu peux nous en dire quelques mots ? Alors elle est balbutiante à ce stade, mais enfin je dis ça mais c'est vrai et faux, c'est-à-dire que la marque en fait elle est très internationale, elle est microscopique à ce stade et je viens d'arriver pour l'aider à se déployer, mais ses clients sont très internationaux. C'est beaucoup des gens qui travaillent dans les univers créatifs, dans l'univers de la mode ou du design, de la décoration, et qui sont partout, qui sont actifs partout dans le monde. Je pense d'une part grâce au rayonnement international qu'est Paris et qui a pu représenter le Marais dans les dernières années sur la scène shopping et du coup sur la découverte de nouvelles marques. Et après, il y a aussi eu tout un travail dans les dernières années de déploiement de la marque dans un environnement de select store ou de concept store de par le monde. Donc, très resserré, parce qu'on a une distribution d'à peu près 50 points de vente partenaires dans le monde, mais qui sont très choisis et qui eux-mêmes deviennent des ambassadeurs de la marque. Donc cette approche-là, elle nous a permis d'avoir un rayonnement qui est, pour la taille de la marque aujourd'hui, assez important et qui nous draine une clientèle très internationale. Je pense que le choix des adresses, alors je disais pour la première boutique, c'était un peu un hasard, parce que le lieu n'était pas forcément destiné à être une boutique. Pour la seconde qu'on a ouverte, qui est Rive Gauche, il y avait aussi cette volonté de sortir un peu des sentiers battus. On n'est pas une marque qui a vocation à être rue de Rivoli, puisque nos produits ne sont pas destinés à être vendus à un public aussi large. Et de toute façon, on n'a pas les moyens aujourd'hui de se payer des adresses. Alors, je cite la rue de Rivoli, qui est une rue mass market, mais je pourrais citer les rues du luxe de Paris. Une marque comme la nôtre, avec le marché immobilier aujourd'hui, n'a pas les moyens de se payer ces adresses-là. Mais en revanche, du coup, ça crée aussi un intérêt pour les clients, puisque des adresses de destination peuvent devenir aussi des adresses où, vu qu'il y a moins de trafic, on a plus de temps, on peut vraiment avoir un échange avec le personnel. D'ailleurs, en boutique. pardon de te couper, mais on reviendra certainement sur cette notion d'offline versus online qui est très importante aujourd'hui. Et si tu le veux bien, j'aimerais qu'on puisse passer au second chapitre de cet échange qui, évidemment, met en lumière le digital. Le luxe, évidemment, nous fait rêver depuis des siècles, toutes ces notions de marques qui ont plusieurs centenaires. Mais les consommateurs actuels, et on est bientôt en 2020, sont désormais ultra connectés, évidemment, vous le savez, consomment toujours plus rapidement, sont extrêmement versatiles. Et donc le luxe doit se réinventer en misant notamment sur le digital, mais aussi l'innovation. Joseph, le digital a une part
très importante, a une place très importante aux Galeries Lafayette sur les Champs-Élysées. Ça se vérifie avec pléthore d'objets connectés que vous avez lancés. On peut penser aux cintres connectés qui permettent de vérifier la disponibilité des produits en rayon, le Personal Stylist 2.0 qui permet à quiconque d'avoir accès à un styliste de son choix. Est-ce que selon toi, et j'aimerais aussi que tu puisses revenir sur ces dernières technologies qu'on vient d'énumérer, est-ce que pour toi le digital est indispensable pour offrir cette expérience de qualité aux clients? Indispensable, oui, mais je pense qu'il n'est pas unique. On peut également, de diverses façons, rendre cette expérience vraiment forte pour un client. Je reviens sur ce que tu nous as dit, ce cintre connecté. Donc nous, c'est une vraie innovation qu'on a créée dans le magasin. Donc actuellement, tout le premier étage est connecté. Donc c'est un cintre que, comme on appelle, se réveille dès qu'on le touche. Et en fait, ça indique le prix de l'article sur lequel le vêtement est cintré, sa disponibilité, les tailles, le prix, et en 2 clics, en fait, on peut avoir la taille et le vêtement souhaité dans les 5 minutes sur la cabine la plus proche. Donc ça, c'est une vraie innovation qu'on a créée pour ce magasin, qui a été brevetée. Au début, on a ouvert avec 300 cintres, donc une petite partie, et chaque jour, on a vu voilà, la demande qui était de plus en plus forte, et aujourd'hui, voilà, il y a tout le premier étage, et donc on compte 1500 cintres connectés, et ils sont connectés à ce qu'on appelle chez nous donc des personal stylists, c'est notre force de vente. Et c'est vraiment, voilà, pour chaque client, il n'y a vraiment pas un ordre de prix ou de dépenses. Un personal stylist qui vous accompagne pour vos achats, sur ce que vous aimez, et qui continuera à vous contacter par une application qu'on a, nous, créée, qui s'appelle PS au carré. Mais vous le recevez comme un simple texto qui vous dit « Bonjour Paul, bonjour Pierre, ce matin on a reçu ça, on a lancé la nouvelle Easy. On a été restocké dans telle matière, tel vêtement que vous vouliez, passez voir. » Voilà. Pour nous, c'est comme ça qu'on a créé l'innovation. C'est un lien direct avec le client. Je te remercie. Johan Coty, de son côté, a récemment affirmé son intérêt pour l'innovation. Et avec ce nouveau programme qui s'appelle Digital Accelerator, si je ne dis pas de bêtises, qui sélectionne 8 startups pour développer différents thèmes. Alors, qui peut aller de l'impression 3D en passant par la réalité augmentée. Quelle est l'approche de Coty en matière de digital? Est-ce que cette approche digitale, elle s'applique à l'ensemble de votre portefeuille de marque, sachant que, et d'ailleurs, j'aimerais bien que tu puisses aussi le rappeler, mais vous en avez quand même un certain nombre. Ouais, alors du coup, Coty, la manière dont c'est organisé aujourd'hui, il y a une partie luxe, du coup, donc ce sont les parfums des marques Gucci, Burberry, Bottega Veneta, Marc Jacobs et Hugo Boss. Je vais forcément en oublier plein. Quoi d'autre? Lacoste également en France. On a aussi toute une partie en fait qui est beaucoup plus mass market, qui est moins connue parce qu'on n'est pas comme grosso modo par exemple L'Oréal qui va avoir une marque à son nom et donc du coup qui va permettre en fait d'être connu en fait du point de vue des consommateurs. Mais ça va être les parfums et les produits de beauté d'Adidas, CoverGirl, OPI, toutes ces marques en fait qui sont potentiellement aussi assez performantes en fait du côté des États-Unis, donc peut-être moins connues en France. Du coup, pour revenir à la question sur le Digital Accelerator, il me semble que c'était il y a 2 ans. Oui, absolument. Voilà. Donc, mais je trouvais ça intéressant quand même que tu puisses nous en reparler et le mettre en contexte. Dans la manière en fait dont le digital est de toute façon de transformer l'ensemble des industries, l'industrie cosmétique et du parfum également. Donc en fait, l'équipe dans laquelle je travaille, pour le coup, c'est une équipe R&D. Donc on a aussi des technologies et des partenaires digitaux qui vont être des startups ou des gens comme ça qui vont vraiment nous aider en fait à réinventer la manière dont on va penser, créer, formuler les produits. D'un point de vue peut-être un petit peu plus consumer facing, et vu qu'on est dans un sujet plus retail, on parlait tout à l'heure du produit, de la marque, du lien entre les deux. Le lien entre les deux, en fait, finalement, ça va être le service et l'expérience va venir de ce service notamment. Nous, en fait, ce qu'on essaye de développer, c'est énormément en fait de manières d'aller vraiment en fait travailler l'éducation autour de notre produit et de notre expertise de manière différente. Si on prend le monde du parfum, parmi toutes ces grandes marques, si vous allez chez Sephora, si vous allez donc dans les grandes parfumeries, la manière dont le discours peut être parfois un petit peu
excluant, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il faut avoir une vraie connaissance du monde du parfum et du monde olfactif pour pouvoir en fait aller vraiment connecter avec les consommateurs sur des éléments en fait qui vont aller plus loin que le discours de communication avec lequel en fait autour duquel est vraiment construit le concept. Donc ce qu'on essaye de faire, par exemple, on l'a fait avec un projet qui s'appelle The Scent Room, qui a été lancé en Argentine l'année dernière, donc qui était en fait une sorte de découverte olfactive complètement immersive avec de la réalité virtuelle, mais aussi derrière, comme tu le disais, avec des possibilités en fait d'aller créer des profils en fait pour l'ensemble des consommateurs, avoir la possibilité ensuite d'interagir avec les beauty consultants d'une manière un petit peu plus intéressante, ou en tout cas un petit peu plus illustrée et tangible sur les différentes familles olfactives, et à partir de là d'avoir des recommandations qui permettent en fait finalement aux gens et aux consommateurs d'avoir vraiment une connaissance et une entrée, un premier contact à la marque qui va nous permettre en fait de travailler ensuite petit à petit cette relation et de développer comme ça le service. Ça, c'était sur l'aspect découverte olfactive. On travaille également, on parlait tout à l'heure de la définition du luxe. Aujourd'hui, quand on regarde on peut poser la question. Amazon, le fait de pouvoir commander quelque chose et de le recevoir parfois dans l'heure, parfois le lendemain, ça peut être finalement quelque chose qui va être une expérience des plus luxe. Il y a quelques années, si on s'était dit ça, à l'époque où justement il fallait faire partie de listes d'attente pour avoir un sac à main, où on ne pouvait pas commander une Ferrari avant plusieurs années, où on pouvait potentiellement nous suivre pendant 2 mois pour vraiment comprendre quel était notre mode de vie et donc designer un parfum à partir de là. Le digital permet justement en fait vraiment de connecter à la fois le consommateur, la marque, l'ensemble en fait aussi des acteurs, donc ça peut être les beauty consultants dans les magasins, ça peut être les parfumeurs avec lesquels on travaille, pour vraiment créer une sorte de communauté et permettre comme ça de passer du storytelling entre guillemets au fait finalement de vivre vraiment l'histoire de la marque et vivre l'histoire de la marque et du produit. Je te remercie Johan, et d'ailleurs tu as introduit une question que je voulais vous poser à vous quatre, et c'est ce qu'on évoquait un peu Jean tout à l'heure, cette nuance entre offline et online. Il y a certaines marques qui prennent la décision, et à l'image un peu de Chanel, de ne pas vendre de produits phares online, mais à l'inverse donc de ne les vendre que dans des lieux physiques. Qu'en pensez-vous, Bénédicte par exemple? En fait, la boutique est là où l'univers de la marque, ses valeurs s'expriment, où l'expérience aussi entre en jeu. Et une marque comme Chanel, qui a des valeurs extrêmement fortes, qui base ses collections sur le lien entre le savoir-faire, l'histoire, l'expérience aussi en boutique, ne peut pas vraiment se couper de ce lien très fort avec sa clientèle qui arrive chez Chanel, a une coupe de champagne, est assise dans un salon, et ça fait partie en fait de l'expérience luxe, ça fait partie de la maison Chanel, et c'est en ça aussi que le luxe se différencie de la mode en général. C'est que lorsque vous rentrez dans une boutique avenue Montaigne, vous êtes un client privilégié, même si vous n'achetez pas. Et le online, même s'il est indissociable aujourd'hui de l'expérience en boutique, ne peut pas être, pour le luxe, ça c'est clair, l'unique source d'achat. Et est-ce que c'est pas une certaine manière de s'élever un peu au-dessus de la mêlée? Alors c'est une manière de s'élever, ça c'est sûr, et puis c'est une manière aussi de transmettre ses valeurs. Les gens qui sont en boutique sont formés avec une grille extrêmement stricte de ce qu'ils doivent porter, ce qu'ils doivent dire, ce qu'ils véhiculent. Et c'est une manière pour la marque de montrer sa puissance aussi. Vous êtes d'accord avec ça? Oui et non. Non, en fait, je pense que la réalité. Enfin, moi, j'ai commencé à bosser dans l'industrie du luxe avec mon grand âge, mais à une époque où on disait on vendra jamais en ligne parce que les gens vont pas comprendre, etc. Et tout le monde y allait avec une graduation effectivement en fonction des maisons. Chanel étant celle qui peut-être s'en est le plus éloignée, mais je regardais, je sais plus, il y a quelques jours sur le site d'Hermès, on peut acheter un canapé à 93 000 €. Bon, ça veut dire que l'étendue des palettes de prix est assez large. Je pense qu'il y a, en fait,
je suis complètement d'accord avec ce que tu dis sur le fait que l'expérience que tu vas avoir dans l'interaction physique, elle sera de toute façon par essence différente de l'interaction que tu vas avoir dans le monde digital. Après, je pense que dans l'univers digital, aujourd'hui, il y a des outils qui permettent d'avoir un lien de qualité. Parler des beauty consultants que tu peux joindre par des outils digitaux dans des points de vente, etc. Donc il y a des choses qui sont en train de se construire qui vont amener une partie de cette relation, mais qui ne la remplaceront jamais. Donc je pense que le vrai enjeu pour les maisons, c'est de faire cohabiter les deux pour que les gens aient envie, en fait, peut-être que leur premier point d'accroche avec une marque, ça va être un outil digital, mais qu'ils aient envie ensuite, un jour, dans leur parcours et dans l'évolution qu'ils vont avoir dans l'interaction avec la marque, de vivre cette expérience physique. Et après, je mettrai un dernier bémol, qui est aussi sur les habitudes de consommation en fonction des zones de ce monde. Parce qu'aujourd'hui, on en parle sans en parler nécessairement trop souvent en Europe, mais en Chine notamment, l'écosystème est complètement différent. Et la génération Y, Z, enfin en fonction de comment on l'appelle, en Chine, elle consomme majoritairement du luxe online. Donc après, ces gens-là, effectivement, quand ils vont venir en voyage en Europe ou dans des pays dans lesquels ils vont avoir la possibilité d'avoir cette expérience boutique, et qu'ils ont de plus en plus même localement en Chine, dans plein de villes de 20 millions d'habitants dont on ne connaît pas le nom, la réalité, c'est qu'ils vont finir par y arriver, mais la majorité de leurs achats, elle est faite sur WeChat ou les plateformes de Alibaba et compagnie. Donc, Mais enfin, juste pour rebondir, à mon avis, c'est indissociable. Il faut une expérience boutique, il faut un digital qui soit puissant, mais le luxe ne peut pas se passer, même en Chine. Alors évidemment, les zones géographiques font qu'en Chine, vous ne marchez pas, vous n'avez pas de trottoir, enfin très, très peu, vous prenez votre voiture. Donc l'expérience shopping, comme on peut la connaître dans le Marais, elle est quasi inexistante. Mais la boutique, c'est un lieu qui, de toute façon, sera un lieu image aussi. Donc elle est nécessaire à l'industrie du luxe, à une marque. Ouais, et je pense que le digital aussi va en fait grandir d'une certaine manière le nombre offrir en fait plus de manières à la marque de s'exprimer, d'être en relation en fait avec le consommateur, de se réapproprier en fait son discours aussi. Donc dans la mode, effectivement, le fait rien que de devoir essayer, de devoir toucher, c'est quelque chose qui est important. Dans le parfum, la vente en ligne, c'est un vrai challenge parce qu'il faut forcément avoir une première idée du parfum pour pouvoir l'acheter. Donc ça, c'est des vrais challenges en tant que tels. Mais donc quand on regarde en fait la manière dont les choses se déroulent même en magasin, le digital permet par ce type d'application, chez Coty, il y en a une aussi qui est développée pour directement en fait que les beauty consultants, qui sont des beauty consultants Coty, puissent vraiment s'approprier le discours des différentes marques aussi, en savoir plus sur les maisons de mode qui sont derrière, etc. Parce que le consommateur en tant que tel ne fait pas de différence entre la mode, le parfum. Il vient en fait pour une marque et une expérience. Et parfois, nous, dans les différents setups, que ce soit dans les grands magasins, que ce soit dans les parfumeries, les personnes, ou en tout cas même les vecteurs en fait, de l'histoire qui est racontée par la marque, ne sont pas forcément des gens qui sont proches ou même assez comment dire, au fait finalement en fait, de la réalité ou de l'agenda de ces différentes marques-là. Donc, le digital permet vraiment de recréer en fait, ce lien et donc de démultiplier aussi l'expérience et les canaux en fait, pour véhiculer en fait, ces différentes histoires. Je vous remercie. On va maintenant basculer sur le chapitre 3, qui concerne l'engagement et la durabilité des marques. Alors, on va se poser la question, le luxe, se doit-il d'être engagé? C'est ce à quoi on va essayer de répondre ce soir. On constate évidemment que l'ensemble des marques dans le secteur du luxe lancent de très nombreuses initiatives. Joseph, je pense notamment à Go for Good, lancé par Galeries Lafayette. Tu peux nous en dire quelques mots? Go for Good, c'est une grosse opération donc, qui est véhiculée par tout le groupe Galeries Lafayette et sur lequel on met un point d'honneur sur cette éco-responsabilité des marques et de savoir voilà, d'où vient le produit, le cheminement et voilà, d'avoir une approche vraiment éco-responsable dans la façon d'acheter et de consommer. Voilà. Donc on a des marques partenaires sur lesquelles on met un focus pendant une OP qui soit, nous on appelle ça Earth Day ou Earth Month et voilà. Très bien. Bénédicte, toi qui
étudie de nombreuses marques tout au long de l'année et qui voit ça avec une position assez omnisciente. Est-ce que selon toi, en 2019, le luxe doit d'être éthique? Est-ce que c'est une nécessité? Alors, en 2019, il doit en tout cas tendre vers plus d'éthique, ça c'est sûr, tout simplement parce que le consommateur demande une traçabilité et également parce que face à ce qu'on appelle la fast fashion, qui est extrêmement polluante comme tout le monde le sait, c'est un indice de différenciation d'avoir un sac dont la peausserie, dont le travail de l'artisan a été valorisé. Et on le voit notamment pendant la Fashion Week en septembre, Dior a organisé son défilé autour d'arbres. Je crois qu'il y en avait peut-être 150 ou 200 qui allaient être replantés, en expliquant que la démarche de la marque était de tendre vers plus d'éco-responsabilité et de faire attention au sourcing, à la planète. Et je crois qu'aujourd'hui, toutes les marques de luxe sont en train de prendre ce virage, tout simplement parce que le discours de durabilité fait partie de leur ADN initial, et donc en 2019, le consommateur attend que ces marques-là ne soient pas les plus polluantes et au contraire aient des vrais engagements. Et par ailleurs, ça passe par leur production, mais ça passe aussi par des formes de mécénat. Ça passe par le 1% pour la planète, ça passe par des associations qui le sponsorisent. Donc il y a plusieurs volets d'engagement, mais qui sont, à mon sens, aujourd'hui nécessaires pour une vraie prise de parole. Tu parles de la marque Dior. Quels sont, selon toi, les meilleurs élèves, justement, en la matière? C'est difficile de répondre à cette question parce que moi, je suis pas insider, donc il y a beaucoup de choses qui sont faites en interne et que l'on ne connaît pas. Dior, en tout cas, en termes de communication, en septembre, a vraiment était assez forte. Quand Burberry aussi a pris la parole suite à un scandale qui avait eu lieu en 2017, parce qu'une partie des collections avait été brûlée pour éviter la dépréciation de la marque. En gros, plutôt que de faire des soldes sur soldes sur soldes, la marchandise était détruite. La prise de parole en décidant de ne plus faire ça et d'avoir des collections qui soient un peu plus raisonnables et peut-être plus petites, c'est un autre pas, donc un autre bon élève, mauvais élève devenu presque bon élève. Après, j'imagine qu'il va y avoir plein d'entreprises lancées sur le recyclage de tissus, mais qu'on ne connaît pas ou qui vont être... qui vont arriver. Mais là, comme ça, je dirais Hermès est un bon élève, parce qu'il y a un vrai savoir-faire artisanal qui est valorisé et des productions qui sont petites. Donc la main de l'homme et l'artisan derrière chaque sac est effectivement valorisée. Donc, je crois aussi que ton voisin de gauche est un bon élève. Et mon voisin de gauche est un bon élève, c'est vrai. Chez Isaac Rena, et Jean, tu vas pouvoir nous en parler, vous mettez l'accent sur la qualité et notamment sur tous vos produits issus de tanneries françaises. Est-ce que tu peux nous expliquer comment vous axez justement toutes vos stratégies sur la traçabilité de vos produits et comment vous percevez justement cette traçabilité comme essentielle pour votre image de marque? En préambule, moi j'ai envie de dire en fait que c'est vrai qu'en ce moment on parle beaucoup de ça parce que c'est un sujet qui nous occupe tous, nous, nos enfants et surtout nous et nos enfants. Le vrai sujet, c'est qu'il faut être transparent dans ce qu'on fait, sans être naïf et sans être démago. Donc c'est pas évident, parce qu'il y a pas mal de gens démagos en ce moment sur le sujet. Donc les marques qui s'en sortent le mieux, c'est effectivement les marques qui historiquement et intrinsèquement créent des produits avec cette conscience-là. Alors elle s'appelle de plus en plus une conscience écologique, mais avant c'était peut-être pas qualifié comme ça, et c'est peut-être plus une conscience de bon sens. Et donc du coup, si effectivement on se base sur l'exemple d'Isaac Rena, l'exemple d'Isaac Rena, ça a toujours été effectivement de créer des produits en petite série, des produits qui soient ancrés et durables dans le temps. C'est de l'anti-mode, entre guillemets, puisque c'est des produits qui ont vocation à être utilisés pendant des années, des décennies. On a beaucoup de nos clients qui viennent aujourd'hui, la marque a 13 ans, mais qui viennent et qui ont des sacs qu'ils ont achetés en 2006 ou 2007, qui se sont patinés, qui sont magnifiques. Pour certains qui ont besoin de réparation, qu'on fait, puisqu'on a un atelier dans Paris qui est capable de faire ça.
Donc c'est aussi un des autres aspects, ça notamment, c'est qu'il y a beaucoup de marques aujourd'hui qui ne sont que des marques, mais qui ne fabriquent pas, qui n'ont plus d'atelier, qui sous-traitent tout, mais du coup ces marques-là, elles ont plus de savoir-faire technique, et du coup elles sont pas capables d'accompagner un produit dans le temps, de le remplacer, de le réparer. Et ça pose de vrais sujets de développement durable et justement de durabilité. Donc je pense qu'il faut revenir un peu, encore une fois, je disais, mais aux notions historiques qui étaient celles représentées par l'artisanat et le commerce. La provenance, donc, tu parlais des peaux, et nous, effectivement, chez Isaac Rena, on utilise des cuirs qui sont issus de tanneries françaises ou italiennes. Donc ça veut dire qu'on est dans un environnement maîtrisé en Europe avec des règles extrêmement strictes en termes d'impact environnemental de ces tanneries, notamment au niveau du traitement des eaux. Parce que la tannerie, c'est de toute façon un procédé qui va utiliser beaucoup d'eau, avec des matières, alors soit d'origine minérale, on parle beaucoup de chrome et on décrit beaucoup le chrome comme étant un polluant important en ce moment dans l'industrie du cuir. Il faut faire attention à tous ces sujets-là parce qu'en fait, quand on commence à creuser, alors moi je rentre dans l'industrie du cuir depuis 2 mois, mais du coup j'arrive avec un regard assez naïf sur le sujet et je me suis rendu compte, j'ai rencontré des tanneurs à Première Vision il y a quelques semaines qui me disaient en fait aujourd'hui, effectivement dans les médias on parle beaucoup du tannage au chrome comme étant mauvais pour l'environnement et c'est une réalité. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que quand on tanne pas avec du chrome, mais qu'on veut des rendus équivalents à ce que le chrome va amener dans le processus de tannage, on utilise beaucoup d'intrants d'origine pétrochimique qui sont 15 fois pires pour l'environnement. Et venant d'une industrie qui était l'industrie des cosmétiques, je peux vous dire que avec les applications récentes qui permettent de lire les listes d'ingrédients et de déterminer les ingrédients qui sont bons ou mauvais pour la santé, il y a des entreprises qui ont cette démarche honnête de se dire on va chercher l'ingrédient suivant et remplacer l'ingrédient qui est décrié par un ingrédient qui a une vraie vocation à être un bon ingrédient de substitution et un ingrédient qui va avoir un vrai impact positif sur l'environnement. Et il y a plein d'autres marques qui font du greenwashing et qui vont juste prendre l'ingrédient suivant. Dans les cosmétiques, c'est beaucoup sur les conservateurs, qui n'a pas encore été décrit comme étant nocif pour l'environnement ou pour la santé parce qu'il n'y a pas encore suffisamment de recul scientifique sur le sujet, mais qui ne le remplacent que parce qu'il y a eu une avancée et une volonté des consommateurs d'éradiquer un ingrédient, mais sans aller plus loin en disant cherchons quelque chose qui soit vraiment utile pour la suite. Et donc, c'est pour ça que je dis la démagogie, il faut y faire attention. Parce que... J'aimerais t'entendre aussi sur la suite, tu parles de la suite, mais j'aimerais même vous entendre sur la suite. Quand on parle de durabilité, il y a quand même aussi eu ces dernières années l'émergence de plein de plateformes comme Vestiaire Collectif, Collector Square et d'autres, qui permettent de donner une seconde vie à des objets, enfin, des produits et de nombreux articles de luxe. Que pensez-vous justement de ces plateformes? J'aimerais entendre vos avis par rapport à ça. Moi, je trouve que c'est une très bonne façon de consommer. Il y a des études qui sont sorties récemment sur l'intérêt pour les marques de luxe de l'existence de ces plateformes, à double titre. Le premier, c'est que ça permet une durée de vie du produit qui est plus longue, donc une visibilité plus longue. Et également, ils se sont rendus compte que un très fort pourcentage de gens qui vendaient sur ces plateformes réinvestissaient dans du neuf et en boutique ou online, l'argent perçu de ces ventes. Donc, en termes d'écologie, c'est absolument génial d'avoir de la seconde main, parce que ça évite de surproduire et de produire à nouveau. Et pour les marques de luxe, ça n'est pas du tout une épine dans le pied, parce que l'argent est souvent réinvesti et le produit a une visibilité plus grande. Donc, je pense que tout le monde est gagnant. Et j'aimerais évoquer aussi une autre stratégie, ou en tout cas vous allez peut-être nous le dire s'il s'agit d'une stratégie, c'est la rupture de stock. Très souvent des marques la pratiquent. Est-ce que selon vous, dans le monde du luxe, elle est réelle ou bien c'est du marketing? Comment vous voyez ça? Je pense que ça dépend encore une fois de l'honnêteté intellectuelle de ces maisons-là. Il y a plein d'exemples de séries limitées qui sont volontairement limitées en quantité. À partir du moment où on fabrique un produit qui est fabriqué selon des procédés industriels, on a la capacité de le reproduire à l'infini puisqu'il est fabriqué selon des processus industriels.
quand on fabrique des produits artisanaux, il y a la main humaine, il y a du coup l'aspect unique du produit lié à cette main humaine qui va faire qu'une piqûre sur un sac, elle va être différente d'un sac à l'autre parce que c'est une main humaine qui l'a prodiguée. Donc, dans les faits, oui, aujourd'hui, je veux dire, quand on voit, il y a plein de collaborations entre des marques. Je dis pas que c'est une mauvaise ou une bonne chose, mais je dis simplement, il y a une artificialisation de la rareté liée à juste, à un moment donné, de dire on a fait une collab et on a fait une série de 300 pièces. Et ça, effectivement, je pense que demain, dans la façon dont les gens vont appréhender l'univers du luxe et de la consommation en général, ça va. Je pense pas que ce soit un sujet qui perdure dans le temps. En revanche, qu'une maison qui fabrique et qui a des problèmes d'approvisionnement sur une matière rare en approvisionnement et ne puisse sortir et produire qu'un certain nombre de produits par an, bah là on est dans une contrainte liée à la spécificité de l'objet. Et là il y a une logique rationnelle derrière. Donc qu'il y ait des listes d'attente pour acheter une Ferrari avec un moteur électrique bon bref, parce que si c'est d'essence c'est pas terrible, mais ça se comprend. En revanche, acheter un sac Suprême / Vuitton à 200 exemplaires, alors peut-être que s'il a été fabriqué par une main humaine, mais je crois pas que sur le sac Suprême Vuitton c'était le cas, bah, ça se discute, quoi. Et d'ailleurs, je te remercie, c'est parfait, parce qu'on va maintenant aborder la 4e partie sur l'avenir du luxe. Et j'aimerais l'introduire par rapport à ces nombreuses collaborations. Tu parles de Suprême, on voit des collaborations diverses et variées ces derniers temps. Louis Vuitton et Suprême, avec Off-White également, Fendi et Fila. Et moi, j'aimerais savoir si dans le luxe, et Bénédicte, j'aimerais ton avis là-dessus, si ces collaborations sont devenues obligatoires pour réussir. Est-ce que c'est vraiment une clé de succès ? Alors, c'est pas forcément la clé du succès, parce que beaucoup de maisons ne le font pas, mais on en revient à la définition qu'on a donnée au début de cet entretien, qui est que le luxe, c'est aussi la rareté. Et lorsqu'on est une maison de luxe XXL, la rareté, elle est pas toujours là, parce que l'industrialisation de la mode fait que les volumes sont énormes. Et une manière de recréer cette rareté, donc de recréer ce luxe, c'est de faire des séries limitées avec un artiste ou en collaboration. Par ailleurs, c'est un deuxième élan créatif. En général, les marques ont un ADN qui est très précis, et en dévier peut être parfois compliqué. Le fait de s'associer à quelqu'un comme Suprême, par exemple pour Vuitton, ça permet de s'étendre au streetwear de façon légitime, de toucher un autre public, d'être peut-être moins intimidante. Donc c'est une façon de se redéployer. Et ensuite, en dernier lieu, et donc c'est cette notion de rareté, ça les replace dans une image de marque luxueuse, parce que quand vous produisez un seul sac, typiquement je pense encore à Dior, parce que là j'ai reçu un communiqué sur ça, mais il s'associe à des artistes pour repenser le sac Lady Dior. Il doit y avoir 1 ou 2 exemplaires de chaque sac et 30 artistes qui sont mandatés. C'est une façon de se remettre dans ce qu'était la marque initialement, c'est-à-dire un fournisseur de pièces quasi uniques. Donc ça n'est pas nécessaire, je pense, pour toutes les marques, mais en revanche, c'est un très bon moyen de communiquer différemment, toucher un autre public et se replacer dans cette rareté. On parle de communiquer différemment. Johan, j'aimerais avoir ton avis sur l'éphémère. L'éphémère est-il devenu indispensable quand on parle d'éphémère, et tu l'abordais en préambule de cette discussion, notamment vis-à-vis des millennials. Est-ce que selon toi, ça doit faire partie des stratégies de ces marques de luxe ? Pour rebondir du coup sur ce que tu disais, dans tout ce qu'on voit, dans toutes ces collaborations, et dans le luxe, dans la mode, il y a aussi la notion un petit peu de communauté, et dans la création en fait, et la créativité en tant que telle est une communauté de gens qui se rencontrent, qui travaillent ensemble, etc. Donc je pense que même d'un point de vue de la sustainability dont on parlait tout à l'heure, le fait d'aller comme ça parfois aussi pour des grosses marques travailler avec des plus petites, c'est participer aussi à leur développement. Elles y gagnent aussi quelque chose. Il y a aussi un point qui est assez intéressant quand on regarde pour le coup des marques qui vont être mondiales
et des marques de mode qui vont être mondiales. C'est plus difficile ensuite, et grâce en fait au partenariat, ça permet d'avoir un ancrage qui peut être plus local, de réinscrire ensuite en fait la marque dans différents marchés avec différents consommateurs par des partenariats vers des univers culturels qui vont être similaires ou qui vont apporter justement au système de valeurs. Après, sur l'aspect éphémère des choses, oui, en fait, je pense que dans ce qu'on observe, et notamment en Chine, il y a on développe énormément de pop-up, mais qui s'inscrivent en fait. C'est non pas simplement un store qui va être éphémère, c'est vraiment une sorte encore une fois, de moment que la marque choisit pour aller vraiment connecter en fait avec des influenceurs locaux, mais aussi des consommateurs qui vont être présents, pour permettre comme ça d'aller vraiment installer les choses et petit à petit aussi, encore une fois, réancrer les différentes marques et leurs valeurs dans l'ensemble des systèmes de valeurs des différents, de par le monde, de par les cultures, etc. Ouais. Je te remercie, Johan. On commence à être un peu à court de temps. Je sais que c'est un sujet passionnant et avec énormément de sujets à évoquer. J'aimerais savoir si on a des questions parmi le public. Je vais juste faire passer un micro. Je vais te l'emprunter. Je crois que celui-ci est le plus long. Bonsoir. Alors, pour reparler du luxe et du digital, mais c'était plus par rapport aux réseaux sociaux, parce qu'on a parlé des collaborations. Je travaille dans le digital et dans les réseaux sociaux. Je voulais savoir ce que vous pensez de l'utilisation d'Instagrammeurs et du push de vente directement sur Instagram. Est-ce que ça impacte positivement ou négativement pour vous l'hégémonie de certaines marques ? Je pense que c'est une évidence aujourd'hui, dans le sens où ce qu'on observe même dans les grandes maisons de mode, c'est que de plus en plus les gens qui œuvrent à la création de ces maisons de mode, sans aller citer l'exemple de Rihanna et la création de Fenty par le groupe LVMH, mais on se rend compte qu'il y a jusqu'à présent les créateurs étaient des gens qui étaient formés à la création, avec des vraies techniques de métier, des gens qui étaient stylistes, des gens qui étaient graphistes, des gens qui avaient des savoir-faire métiers. Et aujourd'hui, on se rend compte que la création elle est de plus en plus en train d'aller vers des influenceurs qui ont d'autres palettes de compétences. Si on prend l'exemple de Rihanna, elle passe de la musique à la mode en étant passée entre-temps par la beauté avec un succès phénoménal dans son développement sur un temps extrêmement limité. Donc oui, clairement, je pense que à la fois pour les marques, le sujet, alors je lisais il y a quelques semaines, mais je crois qu'Estée Lauder a basculé 75% de son budget marketing en marketing d'influence, donc c'est phénoménal. Et ensuite, au sein même des maisons, les maisons intègrent de plus en plus les influenceurs dans la conception des produits. Donc je pense que c'est une évidence. Maintenant, encore une fois, si on revient sur le débat sur le luxe et sur le savoir-faire et sur l'artisanat, il y a une vraie question. C'est est-ce qu'à un moment donné, quelqu'un qui a juste une audience de plusieurs millions de personnes est légitime pour vendre la pluie et le beau temps, ou est-ce qu'à un moment donné, on en revient aussi aux valeurs intrinsèques qui étaient celles du luxe historiquement, qui étaient liées au savoir-faire, produits, de fabrication, de conception, à la qualité des matières, etc. Je pense qu'il y aura des ponts entre les différents univers, mais pour certains, en ce moment, il y a peut-être un axe un peu trop appuyé sur justement l'utilisation de ces influenceurs et de leur force de frappe économiquement monumentale, et à contrario d'autres qui n'y font pas assez appel. Et je pense que ça va se rééquilibrer dans le temps, mais voilà, en ce moment, je pense que c'est un vrai terrain de jeu et hyper intéressant parce qu'on voit des choses qui se passent ou des marques qui décollent. Je pense en cosmétique, il y a une marque comme Glossier qui s'est construite vraiment sur une communauté et sur l'influence. Je veux dire, c'est des marques qui en 3 ans atteignent des volumes d'affaires que des maisons historiques ont mis, je sais pas, 30 ans à atteindre. C'est phénoménal. Mais pour rebondir sur ce que tu disais, effectivement, il y a un shift qui est en train de s'opérer pour les investissements publicitaires et marketing. Oui, il y a eu et il y a encore beaucoup d'investissements sur Instagram, mais ce qui est compliqué pour certaines marques, c'est de quantifier le rapport investissement-résultat. Et on se rend compte qu'à
à moins d'avoir des systèmes de partenariat très directs avec un code que la communauté va rentrer dans un e-shop suite au post d'une influenceuse, c'est très difficile de savoir quel est véritablement l'impact d'un influenceur sur des ventes. Et donc, il commence à y avoir un vrai questionnement au sein des marques sur la légitimité en fait, d'investir autant d'argent sur Instagram. Mais par ailleurs, la puissance d'une marque... Ouais, c'est rien, certainement une lightbox. La puissance d'une marque, elle est aussi très liée au nombre d'occurrences qu'il y a sur Instagram. Quand vous avez énormément de photos, une puissance de frappe très importante sur le digital, c'est la preuve que vous êtes un poids lourd. Et ça se voit, je trouve, notamment avec les collections croisières, qui sont de plus en plus des démonstrations de force, avec beaucoup d'influenceurs qui sont invités, justement pour faire des posts, pour faire des stories, pour faire vivre la marque sur ce réseau social. Donc, je pense que il y a un vrai questionnement, mais c'est loin d'être fini quand on voit ce que les collections croisières typiquement prennent comme place sur les réseaux. Merci beaucoup. Je pense qu'on va être un peu court pour une deuxième question. On est arrivé à court de temps, mais en revanche, je voudrais déjà vous remercier à tous d'être venus ce soir. Et un grand merci à nos 4 invités, à Bénédicte, merci. À Joseph, à Jean, à Johan. J'aimerais qu'on puisse les applaudir. Et j'aimerais aussi qu'on puisse remercier Alix Desforges, qui est la propriétaire des lieux et qui a accepté de nous accueillir gentiment. Et c'est vraiment un lieu extraordinaire dans lequel vous êtes ce soir. J'aimerais aussi remercier chaleureusement toute l'équipe Pierre et Alexandra pour l'organisation et pour cette session ce soir. Et de vous voir aussi nombreux, je pense que c'est la preuve aujourd'hui qu'on commence à arriver sur des sujets qui passionnent, et c'est aussi grâce à vous et à la qualité des invités. Merci beaucoup. Je vous invite maintenant au premier étage pour échanger autour d'un verre organisé par le bar. Merci beaucoup. Merci.